Nous sommes le 1er mars 1896. En Afrique de l'Est, non loin de la Corne de l'Afrique, se déroule la plus grande bataille de l'histoire coloniale jusqu'à ce jour. D'un côté se trouvent les Italiens, lourdement équipés des armes et technologies de guerre les plus modernes. De l'autre côté se tient l'Empire d'Abyssinie, sous le règne de Ménélique II, l'actuelle Éthiopie. Affaibli par les provocations incessantes des Italiens et désavantagé sur les plans matériels et technologiques, l'Abyssinie est néanmoins portée par un puissant moteur, la défense de sa patrie et de son indépendance. L'Éthiopie est alors le dernier pays indépendant d'Afrique, le reste du continent étant déjà tombé sous la coupe des Européens avides de conquête. Contre toute attente, ce jour-là, l'Abyssinie remporte l'une des victoires les plus glorieuses de l'histoire du continent africain. Pour la première fois, un peuple africain bat une grande puissance européenne. Ménélique II entre dans l'histoire comme un héros africain et est considéré comme un précurseur des mouvements d'indépendance qui émergeront plus tard sur tout le continent. Comment l'Éthiopie a-t-elle réussi à échapper à la domination coloniale, seule parmi les nations africaines? Qu'est-ce qui distinguait l'empire d'Abyssinie des autres? Et pourquoi la guerre italo-éthiopienne est-elle considérée comme un prélude à la Seconde Guerre mondiale? Nous explorerons toutes ces questions fascinantes dans ce texte. Bonne lecture! L'Éthiopie est l'un des plus anciens États du monde et jouait déjà un rôle majeur dans l'Antiquité. De nombreux auteurs romains décrivaient le royaume d'Aksum, précurseur de l'Éthiopie, comme la quatrième grande puissance aux côtés de Rome, de la Perse et de la Chine. Cependant, à l'époque comme aujourd'hui, il était difficile de parler d'une Éthiopie unifiée. La région a toujours été composée de nombreuses ethnies différentes, parfois en concurrence, parfois unies dans de plus grandes alliances. Notamment en période de crise, ces ethnies montraient une remarquable volonté de coopérer pour repousser les envahisseurs. C'est là une première différence majeure avec d'autres royaumes africains, où les dirigeants étaient souvent manipulés ou motivés par des gains à court terme. En outre, contrairement à ses voisins du Nord comme l'Égypte, l'Éthiopie était majoritairement chrétienne, ce qui lui a permis d'établir dès le Moyen Âge des échanges dynamiques avec les Européens. Les souverains éthiopiens étaient régulièrement présents dans les cours de Venise, Gênes ou Lisbonne, ce qui leur permettait de bien comprendre les dynamiques en cours en Europe. Ils furent ainsi probablement parmi les premiers à reconnaître les dangers de l'expansion européenne à partir du milieu du XIXe siècle. Dès 1865, une crise diplomatique éclata avec la Grande-Bretagne, lorsque l'empereur éthiopien fit capturer tous les Européens présents sur son territoire. Il craignait qu'il fomente une révolte ou ouvre la porte à une invasion par les grandes puissances européennes. Les Britanniques, furieux, envoyèrent immédiatement une expédition militaire pour libérer les captifs. La mission fut un succès, ce qui alerta les Éthiopiens sur le risque croissant d'une grande invasion. Une réaction immédiate s'imposait et le plan d'urgence habituel fut activé. Toutes les ethnies et peuples devaient s'unir, malgré leurs divergences, pour affronter l'ennemi extérieur. Le nouvel empereur, Ménélique II, se montra très habile, en octroyant des titres officiels aux princes locaux autonomes et aux conseils d'anciens, les ralliant ainsi à son autorité. Il importa également massivement des armes d'Europe pour ne pas être totalement dépassé en cas de conflit. Enfin, l'Abyssinie se lança dans une expansion territoriale significative dans les années suivantes, cherchant à gagner le plus de terres et de zones tampons possibles face aux Européens. Ces derniers poursuivaient également leur avancée sur le continent africain. En Afrique de l'Est, outre les Britanniques, les Italiens représentaient la principale menace. Approchant des frontières abyssiniennes depuis le nord, en Érythrée, et depuis l'est, en Somalie italienne, ils réduisaient progressivement la marge de manœuvre de l'Abyssinie. Les Italiens, d'abord conciliants, négocièrent un traité de paix. En 1889, la frontière entre l'Éthiopie et la colonie de l'Érythrée fut officiellement fixée en vertu du droit international. Cependant, en coulisses,
leur objectif restait l'expansion, car lors de la conférence coloniale de Berlin, l'Italie avait obtenu le droit d'annexer l'Éthiopie. En 1895, ils utilisèrent une révolte en Érythrée comme prétexte pour envahir la province éthiopienne voisine du Tigré. Pour Ménélik, il était clair qu'il devait jouer toutes ses cartes. Il rassembla une immense armée de 120 000 hommes et les équipa avec les meilleures armes qu'il avait achetées aux Européens au fil des ans. Cela permit de rééquilibrer partiellement les forces, bien que les Italiens restaient technologiquement supérieurs et planifiaient déjà l'occupation de l'Empire. Mais comme le dit l'adage, l'arrogance précède la chute. Après une longue attente, la bataille décisive d'Adwa eut enfin lieu. Dans la nuit du 29 février 1896, les Italiens avancèrent sur un terrain vallonné, espérant surprendre et écraser l'armée éthiopienne. Cependant, leurs 3 brigades perdirent leur chemin. L'une dépassa largement son objectif, tandis que les 2 autres perdirent le contact entre elles. À l'aube, Ménélik lança sa contre-attaque. Les Éthiopiens encerclèrent les brigades italiennes une par une et infligèrent une défaite écrasante à leurs adversaires désorientés. L'échec des forces italiennes s'expliqua par des erreurs tactiques, une sous-estimation des capacités éthiopiennes et des difficultés logistiques. Pour les Éthiopiens, ce fut un triomphe incroyable. Pour la première fois, une armée européenne fut décisivement battue par une armée africaine. Peu de temps après, au cours de la même année, l'Italie fut contrainte de signer un traité de paix. L'Éthiopie fut reconnue comme un État souverain et des missions diplomatiques de presque tous les pays européens y établirent des ambassades. En 1923, l'Éthiopie devint ainsi le seul pays africain à rejoindre la Société des Nations, l'ancêtre de l'Organisation des Nations Unies. Pendant 4 décennies, cette victoire freina les ambitions expansionnistes de l'Italie en Afrique de l'Est. Malheureusement, ce n'était pas la fin de l'histoire. Les Italiens revinrent plus tard. Lorsque Mussolini accéda au pouvoir, l'une de ses priorités était l'expansion de l'Italie. La défaite contre l'Éthiopie était considérée comme l'une des plus humiliantes pour l'Italie et Mussolini voulait absolument la venger. Entre-temps, l'équilibre des forces avait radicalement changé en faveur de l'Italie. L'Italie avait consolidé son contrôle sur les colonies environnantes et établi des routes d'approvisionnement fiables. Elle avait également rattrapé son retard technologique, utilisant désormais des chars et des avions de combat. L'Éthiopie, en revanche, était affaiblie par des crises internes et n'était plus aussi unie qu'elle l'avait été quelques décennies plus tôt. Finalement, ce fut l'usage d'une arme particulièrement injuste qui permit à l'Italie de remporter la victoire, le gaz toxique. L'Italie utilisa des armes chimiques à grande échelle, notamment du gaz moutarde, contre les troupes éthiopiennes et les civils. Cela constituait une violation flagrante des conventions internationales, mais Mussolini semblait prêt à tout pour vaincre les Éthiopiens qu'il détestait tant. Pour cette raison, la guerre est parfois décrite comme un champ d'expérimentation de la violence, un prélude pratique et théorique à la Seconde Guerre mondiale. Non seulement toutes les règles internationales furent brisées, mais des éléments de guerre totale furent expérimentés pour la première fois, des tactiques que Hitler réutilisa plus tard dans ses guerres d'expansion. Le problème était que la Société des Nations n'intervint pas. Bien qu'elle condamnât les actions italiennes et imposa des sanctions, celles-ci furent timides et insuffisantes. En 1936, grâce à sa supériorité aérienne et à l'utilisation d'armes chimiques, l'Italie avança relativement rapidement jusqu'à la capitale éthiopienne, Addis Abeba, qu'elle captura après de brefs combats. L'empereur s'exila et l'Éthiopie tomba. Cependant, les historiens soutiennent que l'Éthiopie n'a jamais été pleinement colonisée. Les Italiens n'y établirent ni colonie, ni structure coloniale. Il s'agissait davantage d'une occupation à court terme. Peu après, l'Italie fut absorbée dans un conflit bien plus existentiel, la Seconde Guerre mondiale. Dès le 5 mai 1941,
l'Éthiopie fut libérée par les Britanniques. L'empereur retrouva son trône, rétablissant officiellement l'indépendance du pays. En fait, l'Éthiopie fut le premier pays libéré par les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. En outre, les Italiens n'avaient jamais contrôlé tout le pays. De nombreux territoires reculés et régions montagneuses restèrent sous contrôle éthiopien et servirent de base pour les efforts de libération. Dans les récits historiques généraux, la domination italienne est donc considérée comme une occupation partielle et temporaire. Il convient également de noter qu'un autre pays africain est parfois décrit comme n'ayant jamais été colonisé, bien que les historiens soient moins unanimes à ce sujet. Le Libéria, bien qu'étant sous influence américaine, fut créé pour offrir une patrie en Afrique aux esclaves afro-américains affranchis. Faites-nous savoir dans les commentaires si vous aimeriez une vidéo sur ce sujet.